Bien. Voilà, tout le monde est là. Merci beaucoup. Nous allons reprendre les sessions de cette rencontre. Alors, la thématique de cette session porte autour des mémoires du martyr, vestiges, restes humains et paysages. Et donc, nous allons écouter Aurélie Hauteval de l'Université de Lille, Emmanuel Chiffre de l'Université de Lorraine et Patrizia Doriani, donc, que vous connaissez déjà, de l'Université de Bologne. Et donc, voilà les 4 questions que j'avais soumises à nos chercheurs. Au lendemain du massacre, quels en sont les restes matériels? Comment évolue la gestion de ces traces au cours du temps? Certaines d'entre elles font-elles l'objet de monumentalisation ou de patrimonialisation? Qu'en est-il des restes humains? Et enfin, comment gérer l'absence de traces, le cas échéant? Sur quel support se développent alors les mémoires du massacre? Parfait. Donc, première question. Je donne la parole à Emmanuel, qui va nous parler des villages martyrs du Morvan. Donc, je vais vous présenter des villages martyrs du Morvan. Donc, peut-être rapidement passer l'histoire de ces villages. Donc, le Morvan, on se situe au cœur de Bourgogne, c'est un petit massif. Et donc, ce massif, très rapidement, vous allez avoir donc, ici la présence de maquis, dès 1942. Donc, ces maquis, donc, et puis on va avoir donc, ici, à partir de juin 1944, on va avoir donc, ici des opérations de représailles, de terreur, avec exécution d'otages et également destruction de plusieurs villages. Donc là, je vais vous parler donc, de 3 villages, de 3 communes, la commune de Monsloche, de Plancher et de Dalégas. Alors il y a d'autres villages également, il y a le village de Branlé, par exemple. Donc là, on est surtout, donc, je vais présenter surtout ces 3 villages. Donc ici, ces communes, finalement, il y a une reconnaissance nationale, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire en 1948, souvent en 1948, donc les communes seront citées communes martyrs à l'ordre de l'armée avec l'attribution de la propriété. Est-ce que, comme il y a une traduction, est-ce que tu peux parler un peu plus lentement? Merci. Donc je reprends donc ici ces 3 communes qui vont être citées souvent en 1948, communes martyrs à l'ordre de l'attribution donc ici de la guerre. Donc ces 3 villages donc, pour présenter, donc là il y a 2 villages qui vont être incendiés. Donc, vous avez le village de Monsloche et de Plancher. Donc là, ces incendies, donc là on est vraiment sur des opérations de représailles, c'est-à-dire qu'en 24 juin, il y a une embuscade qui va opposer donc, les maquis. Donc le maquis Bernard en particulier donc, avec l'occupant, donc il n'y a pas un bilan qui sont vraiment pour l'occupant. Donc le lendemain, vous aurez donc ici donc, les 2 villages qui seront donc, incendiés, donc vraiment sur une opération de représailles. Puis la population donc, a été évacuée. Donc, les Allemands vont donc, ici donner l'ordre d'évacuation de la population, donc il n'y aura pas de massacre. On est sur un bilan qui va être tout matériel. Donc là, vous avez ce bilan, donc ici, vous avez 65 habitations sinistrées, 302 sinistrés, Plancher, 25, donc là, également 25 jeunes, donc c'est le même chose, donc 44 habitations sinistrées et 182 sinistrés. Donc là, on voit bien qu'il y a ce lien entre les maquis et puis la population, c'est-à-dire l'idée, c'était aussi, dans notre opération en Verra, donc on est plutôt sur des opérations pour terroriser la population, l'idée c'était de couper évidemment les liens entre les populations et ces maquis, puisqu'on avait à peu près une trentaine, entre 20 et 30 maquis, et en juin 1944, on avait près de 10 000 maquisards qui étaient présents. Il y aura également donc, les forces spéciales britanniques. Donc là, on le voit, donc, vous avez évidemment de nombreux monuments. Donc là, c'est le monument donc, ici du maquis Camille. Donc il montre aussi c'est bien la bataille de Vermont, je l'évoquerai également tout à l'heure. Dans les places, on est également sur une opération donc à la fois plus de répression. Alors c'est vrai, bon, ça a été étudié, donc ici une opération qui est peut-être plus complexe. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une opération qui a été décidée au niveau régional, donc depuis Dijon, Chalon-sur-Saône, c'est-à-dire qu'on va mobiliser près de 3 000 hommes qui seront mobilisés de différents départements. Et donc là, on est sur une opération qui va durer pendant 3 jours. Et vous avez donc ici des otages, donc des otages qui vont être donc ici fusillés
plus évidemment des habitations qui sont vraiment incendiées, le pillage. Donc là, c'est une opération qui va durer pendant 3 jours. Alors, il y a aussi des liens avec les opérations, donc, enfin, peut-être ce qui s'est passé le 24 juin, donc ici, et puis la bataille du Caron. Donc là, on a ces 3 communes. Alors ces 3 communes, donc moi je vais plutôt m'intéresser, bon, je suis géographe, je vais plutôt m'intéresser évidemment à l'approche par les paysages, donc ici. Néanmoins, donc, et le point de la reconstruction. Donc ce point de la reconstruction, c'est-à-dire que ces villages vont être déclarés donc, par un arrêté du 3 mars 1945 communes sinistrées. Donc ici, par cet arrêté du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, donc, vous allez avoir ici un architecte qui sera chargé d'établir des plans, donc ici d'aménagement et d'urbanisme. On va essayer de reconfigurer le bâti et le réseau viaire. Alors, ce qui m'a intéressé, bon là vous pouvez voir évidemment le village de Plancher, donc en 1945, est totalement détruit. Donc ce village de Plancher, donc, en 1945, donc, cette vue aérienne montre bien les destructions, donc la ruine. Et puis vous avez une vue aérienne de 2015 qui montre la reconstruction. Alors c'est vrai que ces villages, on peut aujourd'hui les traverser sans connaître forcément les événements. Là, vous avez l'exemple également de Monsrouche, donc ici, avec ce paysage de la reconstruction. Alors c'est vrai que ce paysage de la reconstruction dans les années 50, on a des bâtiments qui présentent une relativité, donc ici, cette architecture des bâtiments. Cette architecture, elle interroge sur son rôle dans la compréhension des événements de juin 1944, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire que ici, on va traverser ces villages, après se pose la question des marqueurs mémoriels. Et si on traverse ces villages, c'est vrai que dans cette architecture, qui n'est pas en accord peut-être avec d'autres villages, donc là vous avez donc ici l'exemple de Monsrouche. Alors sur l'exemple de Monsrouche, on peut voir également un baraquement provisoire, c'est-à-dire qui est encore visible dans les années 50. Mais donc c'est cette architecture, c'est-à-dire que la reconstruction n'est pas effacée des destructions. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on est sur un témoignage en négatif, finalement, des ruines disparues, c'est-à-dire qu'on est sur une image inversée. Donc, puisque vous avez cette reconstruction, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu donc, le village qui a été reconstruit, donc la proximité. Donc là, vous avez donc donc là, on va effacer évidemment donc, les destructions. Donc c'est le cas pour Plancher. Là, vous avez l'exemple de Monsrouche. Alors pour dans les places, les destructions ont été moins importantes. Je l'évoquerai peut-être après. Pour l'instant. Très bien. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il n'y a pas de vestiges. Donc les vestiges, guillemets, préservés, éventuellement patrimonialisés. Donc ce sont avant tout les cérémonies du souvenir, ce sont les commémorations, c'est l'inauguration des monuments, certains édifices restaurés, dont je l'évoquerai ensuite, qui constituent dans un premier temps, si vous voulez, donc les supports de la mise en mémoire. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Aurélie. Ils donnent de nouveau les questions. Non. Tu veux la question? Au lendemain du massacre, quels sont les restes matériels? Non. Ok. Alors, je vais vous faire une présentation un peu double. Je vais bien sûr parler de Oradour-sur-Glane, c'est quand même dommage de ne pas l'évoquer. Alors, bien sûr, ce que je vais vous présenter, c'est le fruit des réflexions collectives. Je m'en fais la porte-parole. Et aussi en comparaison d'un village qui est dans les Vosges, qui s'appelle la Bresse, et qui est un peu pareil, c'est-à-dire qui a été entièrement reconstruit. Je vais préciser. Donc d'abord, au lendemain du massacre d'Oradour, quels sont les restes matériels? Ils sont de 3 ordres, bien sûr. Il y a les bâtis, il y a les objets et il y a les cadavres. Il y a trois éléments. Le massacre le 11 juin et les premiers secours, et les premiers secours arrivent plusieurs jours après. Il faut savoir que le premier traitement des restes est fait par les SS eux-mêmes qui reviennent le lendemain. Bien sûr, par rapport au traitement des cadavres, et c'est seulement plusieurs jours après que les premiers secouristes arrivent avec l'évêque de Limoges et un médecin inspecteur de la santé qui écrivent plusieurs rapports détaillés de l'état du village et de l'Église, et ce sont les sources sur lesquelles on peut se baser pour comprendre effectivement quel était l'état du village juste après le drame, et c'est là aussi où on a les premières photos. On en a un peu plus tardives qui sont d'ailleurs dans l'exposition permanente, qu'on peut voir.
Le premier déblaiement dure 8 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, il y a quand même pas mal de monde qui vient au radeau. Donc sur les premières photos, c'est assez étonnant parce qu'on a beaucoup de restes, les gravats, etc. Donc là, on voit bien hein, l'église. Tu veux passer la suivante, je vais vous montrer un truc. Voilà, on voit bien les gravats, c'est-à-dire que les ruines aujourd'hui ne ressemblent pas à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des traces de la violence qui était présente, qu'on ne voit plus aujourd'hui, notamment les traces de suie autour des fenêtres. Il faut savoir que le village continue de brûler pendant plusieurs jours. Donc on a une première ruine qui n'est pas celle qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, il faut prendre conscience aussi hein, sur de l'évolution temporelle de la ruine. Je vous lis une petite description d'un de ces rapports. Donc, ils avaient tous sous les yeux des ruines fumantes, des maisons écroulées, dont il ne subsistait que les murs souvent branlantes, noircis par la fumée, rongés par les flammes. Des amoncellements de cendres dans l'intérieur des bâtisses obstruaient l'écroulement des toitures et des étages, jusque dans les caves, tout le long de la rue centrale, soit 800 mètres de longueur, dans toutes les rues et ruelles latérales. Voilà, donc ça, on a une idée, comme ça, une image des restes matériels. Ensuite, je voudrais passer sur la Bresse, un peu en comparaison. Donc, je vous fais une petite carte d'identité rapide de ce village pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, la Bresse, c'est un village des Vosges qui est au fond de la vallée, à la frontière avec l'Alsace, donc vraiment un théâtre d'opération et qui va faire l'objet d'une répression assez forte dans une opération plus globale qui inclut d'autres villages, une opération qui s'appelle Waldfest, donc fête de forêt, c'est comme ça que les autorités nazies les ont appelées, entre septembre et novembre 1944, donc sur la question du retrait des troupes à la frontière. Ils mettent en place une politique de terre brûlée devant la ligne de Schutzwall-West, mur de protection ouest, qui doit stopper, voire freiner l'avance des ennemis. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs actes qui vont être commis contre ces villages. Il va y avoir, de façon systématique, une déportation des hommes en âge de combattre vers des camps de travail forcés, mais aussi la destruction systématique des villages. Donc voilà pour la petite carte d'identité de la Bresse. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? À la Bresse, il va se passer ça. Mais il faut comprendre que la Bresse, c'est un village frontière qui a déjà vécu 5 destructions en 200 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour les habitants de voir leur village entièrement détruit. Et il faut le mettre aussi dans une temporalité plus longue, puisque il y a aussi des répressions contre les maquis. Le 16 et 20 septembre, 2 maquis sont attaqués et les maquisards sont tués. Ce sont des gens du village, hein, c'est la gens qui viennent de très loin. Et leurs corps sont exposés devant l'église du village des plus bas, par Mimont, à la vue de tous les habitants du village, qui donc viennent voir le cadavre de leur fils, de leur frère. Donc on est entre le 16 et le 20 septembre. Le 4 octobre, la Bresse est encerclée par les troupes alliées. Donc on a des bombardements permanents qui font que tous les habitants sont terrés dans les caves et essayent de survivre dans les caves. Le 8 novembre, les hommes sont déportés, donc 483 personnes. Et enfin, le 9 novembre, il commence la destruction systématique du village, en évacuant les femmes, les enfants et les personnes âgées dans la neige. Il fait moins 10 degrés la journée, je vous laisse imaginer la température la nuit, et il va y avoir donc, ces 800 personnes qui se retrouvent comme ça dans la neige, et il y a une vingtaine de morts par le froid, parce que ils sont quand même sur des zones de combat, donc ces populations civiles errent dans les bois et la neige. Le 18 novembre, c'est la fin de la destruction du bâti. Pour aller vite, on se retrouve donc avec des images qu'on voit un peu partout, donc effectivement d'un bâti entièrement détruit. Et ça pose aussi la question, ce que je disais, de finalement le village martyr. Est-ce que le village martyr ne devient pas aussi un motif? C'est-à-dire qu'on retrouve un peu toujours les mêmes scènes, les mêmes représentations par image, et finalement par image, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître un village martyr? Et par différence avec Oradour, il n'y a pas de cadavre dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation du moment où les corps sont touchés, soit par la déportation, soit par l'assassinat politique, soit par la mort dans la neige la nuit. Mais disons que les cadavres et le bâti détruit ne sont ni au même moment, ni au même lieu. Il y a une autre diapo, je la passe. Oui, non, c'est une description de la Bresse qui brûle. Très bien.
Patrizia? Voilà. Alors, cette fois, je reste sur Marzabotto. Mais Marzabotto Montesole, c'est la diction plus exacte parce que Marzabotto est seulement une des communes. Il y a 3 communes, Marzabotto, Monzuno et Grizzana. C'est compliqué à Monzuno, tout avec Z. Et il y a une montagne. Montesole. Alors, il y a la large zone du massacre touche soit les fonds d'une vallée, touche par la rive du Reno, qui parle Reno allemand, mais s'appelle en italien le nom, et une montagne, Montesole, et sur le sommet du Montesole, il y avait aussi un refuge des résistants à l'époque. Alors, il ne s'agit pas d'un village martyr, mais de 3 communes martyrs et d'un vaste territoire. À différence de Oradour-sur-Glane, qui a été massacrée, non, la communauté a été massacrée dans le village et pas dans les hameaux autour du village, ici, les calculs est assez large, assez nombreux. 3 territoires communaux, 2 bourgades, comme on dit, Caprara et San Martino, on pourrait les voir, des églises, une vingtaine de monuments et pierres, et à l'époque, là, c'est pas seulement un village, mais c'est sur la ligne gothique, c'est la ligne du... Ah, ça, c'est le deuxième... Ça, ce sera la deuxième... Ah, pardon, je mais on l'utilise après. Okay. Et la ligne de défense allemande reste jusqu'à au printemps 1945, et tout le territoire voit aussi des camps très retranchés, et jusqu'à avril 1945, et des refuges, soit pour la population et après pour les soldats qui étaient refuges contre les bombardements des Américains sur la ligne du front. Alors, c'est assez complexe. En plus, il y avait des dizaines de petits farms autour. Alors, on verra après qu'on parle soit du massacre de la semaine sanglante, mais des petits massacres et d'autres formes de fusillation dans une période bien plus large qui va à totaliser presque 1830 victimes. Les victimes calculées pour Marzabotto et dans Marzabotto, soit dans la vallée, vous avez vu, soit vers la montagne, seront à peu près moins de 800. Mais après, il faut ajouter les victimes dans toute la saison du front dans l'époque. Comme ça, la reconstruction, on va voir après, touchera pas seulement un village, mais 3 communes, des bourgades et beaucoup de farms. Il faut ajouter, et je termine, que c'était déjà un territoire désertifié, dans le sens que la montagne était devenue une montagne pauvre. Il y a déjà, entre les 2 guerres, une première large émigration de la population vers la ville, vers Bologne, et on verra que cette désertification du territoire sera aumentée, ou disons, aura la fin, le résultat final avec la guerre. C'est-à-dire qu'un exodus qui était déjà naturel des jeunes travailleurs vers la ville, vers la vallée, devienne absolu, devienne total après la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je me permets de suggérer des questionnements. En fait, peut-être une question qui se pose, qui est la connaissance de la réalité des destructions et dans leur ampleur. Alors,
en France, on a les dossiers de dommages de guerre qui permettent d'avoir une connaissance assez précise de l'ampleur des dégâts. Alors, là, je parle aux historiens. Sur quels documents peut-on se fonder? Moi, dans mon cas espagnol, j'avais des documents, mais je savais bien qu'ils étaient faux parce que les municipalités d'après-guerre augmentent les chiffres pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent. Les choses ne sont pas toujours très, très claires. Donc, c'est toujours cette question de mesurer l'ampleur des dommages, qui n'est pas, c'est pas une question évidente d'un point de vue historique. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. J'ai d'autres petites questions, mais non, là-dessus, pas d'informations. Par exemple, à Marzabotto. Il y a un census du 31 sur la présence est déjà complètement transformé par la guerre. Ouais. Il y a bien sûr, mais la plupart des archives municipales viennent détruites. Voilà. Normalement, c'est difficile de déchiffrer là. Et surtout la reconstruction qui sera faite officiellement, bien officiellement, premier moment à l'arrivée des Américains en avril 1945 et qui commence à documenter tout le territoire. La documentation sera aussi donnée à la justice, mais c'est une première documentation. Mais, à mon avis, pour te répondre, je pense que c'est plutôt les personnes les survivants qui commencent à calculer, à indiquer, par exemple, les propriétés. Il y avait une famille qui était propriétaire, etc. Et l'autre, bon, c'est une petite histoire, mais qui a été rétablie comme un moment marche des souvenirs, c'était les postines, l'homme de la poste, les postiers. C'était les postiers qui portaient, après il a terminé de porter la poste avec, mais jusqu'à 1944, portaient la poste dans chaque courrier, dans chaque hameau, et qui avait pu donner même des renseignements sur la présence et sur des personnes qui étaient là et sur quelques informations même sur la propriété. Était la plupart des paysans pauvres, des propriétaires. Là, c'est une autre différence par rapport à d'autres zones d'Italie où il y a des métalliers ou des salariés. C'était la plupart des propriétaires. J'avais une autre petite question comme ça, mais c'est une curiosité. Dans beaucoup de cas, la responsabilité des destructions ne pose pas de doute, évidemment, à Oradour, dans le Morvan, à Brest. Mais dans certains cas, c'est le cas de Brest et c'est le cas de Marzabotto, il y a une double destruction. Il y a celle des Allemands, mais il y a aussi celle des Alliés. Alors, je ne parle même pas, évidemment, de la Normandie. Alors, est-ce qu'il y a des débats autour de la responsabilité et à qui attribue-t-on la responsabilité de la destruction in fine quand il y a un doute? Juste un point, alors il y a une double et je dirais sur la Bresse, il y a même une triple. Parce qu'il y a la question de la temporalité aussi. C'est-à-dire que la destruction, elle ne se fait pas en 44, on a déjà eu en 40. Donc il y a aussi la question de quand qui vient se surajouter. Je n'ai pas trouvé de source pour l'instant là-dessus. Très bien. Dans le cas du Morvan, c'est assez clair, oui. Vous l'avez même dit, Stéphane, tu avais tout de suite noté quand on est monté sur Montesole qu'il y a une double troisième destruction, mais je disais à quelqu'un hier que les Américains ont utilisé les napalm, les bombes à napalm. Ils ont expérimenté sur la zone, même le 15 avril 1945, c'est-à-dire 10 jours de la fin de la guerre. Alors, les Allemands sont restés après le massacre. Ce n'est pas le cas d'Oradour qui laisse. Restent après avoir fait terre brûlée, restent sur la zone des massacres. Ils font des autres tranchées, ils font des autres refuges et transforment les territoires. Ça a été bien aussi difficile de comprendre les territoires après, c'était septembre-octobre, après octobre 1944, et la guerre termine en printemps, fin avril 1945. Et là, il y a eu toutes les destructions données. Alors, débat, non,
en Italie, il n'y a pas vraiment un débat sur les bombardements des Américains qui a détruit presque des villes entières, comme Rimini ou d'autres. Il n'y a pas jamais eu les Alliés qui ont bombardé, on n'a jamais vraiment fait un débat sur ça. Et seulement récemment, il y a des recherches sur le bombardement américain. Ça, c'est une autre question. Il faut ajouter que c'est une zone archéologique. Parce que Marzabotto c'était connu comme zone, vous ne l'avez pas vu, on n'a pas vu le temps, mais il y a toute une vaste zone archéologique étrusque, l'une des plus étendues zones archéologiques étrusques. Il y avait un musée qui en novembre 1944, les Allemands ont fait sauter. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu aussi des dégâts, pas sur le présent, mais aussi sur le passé. Voilà. D'accord. Alors peut-être une dernière question, mais il n'y a peut-être pas de réponse. On ne s'intéresse pas souvent à la question des gravats, parce que les gravats, évidemment, il faut tout de suite les enlever pour faciliter la circulation. À Oradour, le tram passe quelques jours après le massacre. Qu'est-ce que l'on fait de ces gravats? Il y a des très beaux cas à Berlin d'utilisation des gravats pour faire des stades en Allemagne de l'Est, pour faire des lieux de loisirs, etc. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Les gravats, c'est exactement... Les gravats, c'est les pierres qui restent. On les enlève, on en fait quelque chose? Non, vous ne savez pas. Je pose la question parce qu'on souvent ne se pose pas la question justement. À mon avis, tout est utilisé. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, vas-y. À la Chambre d'accord, il reste des anciennes maisons, les gravats vont servir aux fondations de la route, et notamment on a dû surélever la place du village. On se retrouve avec tellement de gravats qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc la solution la plus simple, c'est de surélever la place pour pouvoir mettre les gravats dessous. C'est comme le ghetto de Varsovie, qui est 1,5 mètre plus haut que. Ouais. Et en Allemagne de l'Est, on fait des stades pour l'Allemagne communiste. Bon, j'arrête avec mes petites questions et on passe rapidement à la deuxième question qui est de savoir si, pardon, on va y arriver. Ay, pero qué lento, non? Voilà, comment évolue la gestion de ces traces au cours du temps? Certaines d'entre elles font-elles l'objet de monumentalisation ou de patrimonialisation? J'ai oublié le point d'interrogation. Je laisse la parole à Emmanuel. Oui, donc, voilà. Donc, dans un premier temps, ce sont les monuments et certains édifices qui vont en quelque sorte se transmettre le souvenir des événements. Donc là, j'ai présenté différentes plaques et les monuments. Donc, vous avez tout d'abord en bas, vous avez les monuments de plancher. Donc là, sur ce monument de plancher, on peut voir que les morts du maquis de Serge sont associés avec la commune, c'est-à-dire avec un certain nombre de citations. Donc là, vous avez une citation, donc, je vais la lire, donc c'est des cités martyrs très entièrement collées le 25 juin 1944, fut depuis 1940 un des principaux centres de résistance du mouvement berceau des maquis Serge et Socrate. Donc là, on a ces citations, et puis cette association, donc on voit les maquis plus donc, les villages. Autrement, vous avez également d'autres plaques. Alors, c'est vrai que finalement, ces marqueurs sont, dans un premier temps, discrets. Pour plancher, on a essentiellement un monument, donc là, le monument avec les maquis Serge. Pour les marqueurs mémoriels du Mont-Sauche, on a essentiellement deux plaques. Dans un premier temps, donc, la plaque posée à l'intérieur de l'église, restaurée. Dans cette plaque, on peut voir, donc, elle présente finalement des innovations avec donc, sont cités les délégués du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, des architectes. Vous avez évidemment les élus. Parmi les élus, on citait François Mitterrand, puisque François Mitterrand a joué un rôle important. Il était local, il était conseiller général du canton de Mont-Sauche, député de Lumière, maire de Château-Chinon. Donc c'est vrai qu'il va suivre, il va s'investir, il va suivre la reconstruction, il va jouer un rôle important. Donc, et puis en 81, ensuite, ça sera peut-être une reconnaissance nationale, c'est-à-dire que peut-être que ces villages vont avoir également une autre visibilité,
puisqu'il viendra régulièrement, donc il va assister à la cérémonie du 26 juin de dans les places. Et si je reprends donc, ces plaques, on est finalement sur des marqueurs assez discrets. On a cette plaque, on a la plaque également qui est apposée sur le monument mort de Montsouche, mais ce sont les deux seuls éléments finalement qui permettent d'avoir une connaissance, de connaître finalement ces événements. Alors l'église de Montsouche, finalement, elle participe dans un premier temps, elle va participer dans finalement le souvenir des événements. Pour ce qui est de dans les places, ici vous avez une situation un peu différente, c'est-à-dire que là vous avez une requalification du centre du village. Alors, cette requalification du village prend en compte les préoccupations mémorielles et patrimoniales, avec l'aménagement des abords de l'église. Pourquoi? Puisque donc, les otages ont été exécutés devant l'église, sur le parvis, devant l'église. Donc là, vous pouvez voir le plan de les places. Donc on a une requalification des abords de cette église, donc ici avec la prise en compte de ces préoccupations mémorielles. Donc là, vous avez en particulier donc, un monument, le monument des fusillés, donc, qui a été en 1948, vous avez la place des fusillés. Donc là, on va vraiment requalifier l'ensemble. Donc il y a vraiment un paysage mémoriel qui se met en place, c'est-à-dire qu'ici, là, on a une exécution des otages qui va évidemment peser. Concernant donc là, on a évidemment donc, différents marqueurs par rapport à Montsouche ou Plancher, où là, les marqueurs sont finalement peu présents. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément, donc, quand on traverse ces villages, une connaissance des événements. Autre élément intéressant, c'est également, donc, pendant la phase de reconstruction qui va durer pendant une dizaine d'années, donc jusqu'à la fin des années 50, une partie des populations sinistrées sont relogées dans des baraquements, dans ces bâtiments provisoires qui vont être reconstruits avec l'aide de l'État. Donc ici, vous avez un baraquement qui a été conservé. Donc, dans les places, il a été conservé comme élément patrimonial, il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2021, et il participe à la connaissance des événements en témoignant finalement de la période de la reconstruction. C'est-à-dire que le bâti intègre quelque part le champ mémoriel et fait sens, si vous voulez, en référence au drame de juin 1944. Donc là, on a un bâti provisoire qui va témoigner de l'histoire des destructions, l'inscription au titre des monuments historiques. Et puis, ce bâtiment est intégré aujourd'hui au parcours mémoriel du village. Vous avez un parcours mémoriel qui a été également mis en place. Donc là, vous avez ici cet élément intéressant qu'on ne retrouve pas à Plancher ou à Montsouche. Entre-temps, vous avez également d'autres éléments à prendre en compte, c'est-à-dire la création d'un musée de la résistance à Saint-Brisson, donc ici en 1983, qui permet de présenter l'histoire de la résistance et des villages mortifs. Donc là, vous avez ces différents marqueurs qui matérialisent et inscrivent dans la mémoire collective dans le paysage. Magnifique, très bien. Aurélie, merci. Alors, oui, c'est ça. Alors, je voulais commencer par la Bresse, mais c'est pas grave, je vais commencer par Oradour. Donc la question de la trace, la question de la trace du bâti à Oradour est d'autant plus importante, comme on va le voir après, c'est que les corps disparaissent et qu'à Oradour, on est dans une problématique de la preuve du crime. Donc finalement, la preuve du crime va finir par être seulement portée par les bâtiments eux-mêmes, et c'est bien eux qui portent les stigmates des actes commis dans les massacres. La conservation, donc là je redis des choses qui sont connues par de personnes ici, mais ça me paraît important de le souligner pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà. La conservation des ruines à Oradour-sur-Glace est unique au monde, dans le sens où il s'agit de préserver les ruines, mais les ruines dans l'état où elles étaient au lendemain du drame. Bien sûr, ça ne marche pas complètement, mais en tout cas, il ne s'agit pas de ruines, on va juste garder les fondements. Vraiment, on essaie de garder le moment, on a dit ça à l'arrêt sur mémoire, le moment où il y a eu ces actes de destruction. On essaie de conserver la destruction. La contradiction est grande, rien que dans ces termes. Et il faut voir que cette initiative, elle part localement. C'est une initiative locale, juste le lendemain du massacre, avec un comité provisoire pour la sauvegarde, avec notamment le docteur Pierre Masfranc, qui est celui qui va
signifié cette première conservation du village, notamment avec l'idée que tout ce qui rappelait la vie doit maintenant rappeler la mort. Le programme est clairement annoncé. Ces initiatives locales vont rencontrer l'intérêt national, mais qui, en fait, l'intérêt national n'est pas tout à fait le même, puisque l'intérêt national est surtout de reconstituer l'unité nationale dans une période où la guerre civile couvre. Donc on a une conjonction d'intérêts entre montrer le crime et montrer le crime pour reconstituer l'identité nationale. C'est ainsi que le 28 octobre 1944, donc c'est très tôt, une instance de classement au titre de la législation sur les cités démarre, et cette procédure va prendre du temps avec des hésitations sur les modalités pratiques, dont je ne vais pas m'étendre là tout de suite, et ça finit effectivement par un classement aux monuments historiques avec un journal publié au journal officiel du 10 mai 1946. Dès 1947, on construit les murs et les portes d'entrée, et donc en quelques années, on est passé d'une ruine fumante, pour parler comme ça, à un monument destiné à apporter la preuve du crime et assurer l'unité nationale. L'unité nationale un peu mise à mal avec les procès de Bordeaux, mais ça c'est un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment comme preuve du crime va donc servir à des fins mémorielles, mais aussi on va tenter de l'utiliser dans le cadre judiciaire. J'ai regardé les archives des procès, notamment celle de Bordeaux, mais aussi surtout la préparation du procès de Bordeaux. Et en fait, on voit que le bâtiment est cité pour localiser le crime contre les gens. Donc, le bâtiment lui-même n'est pas vu comme un crime, mais là c'est intéressant. C'est quand même qu'on a un troisième niveau qui apparaît, c'est qu'on va quand même essayer de qualifier le crime contre le village comme entité sociale. C'est-à-dire qu'on a les gens, les bâtiments, et au-dessus de ça, on a le village. Et on voit très bien dans les différents plaidoyers à l'intérieur dans le procès qu'il y a une tentative de montrer que le crime concerne aussi cette entité sociale, qui est donc d'autant plus représentée par les bâtiments. Et d'ailleurs, sur Oradour-sur-Glane, clairement, ce sont les ruines qui deviennent le motif visuel, qui devient le logo, qui fait qu'on reconnaît Oradour-sur-Glane. Sur la Bresse... Pardon. Alors, il y avait une autre... oui. Voilà, oui, voilà, par exemple, je voulais montrer que, effectivement, les ruines évoluent aujourd'hui. Voilà, ça c'est une photo qui est prise juste après, peu de temps après, en tout cas, les massacres et la destruction. Et on est en 2013 sur la photo à droite. Donc on voit très bien qu'il y a une évolution. Bon, j'ai dû faire une erreur, tu vas me dire, pardon. Je peux passer. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Donc la reste, c'est pas grave. Non, j'y arrive. Où est-ce que c'est? Ça, c'est des blagues, c'est après. C'est après? J'ai oublié, la Bresse. Ouais. C'est ça? Il y en avait une autre, non? Non, il y en avait d'autres. Bon. Sur la Bresse, du coup, je voulais montrer quelque chose. Désolé. C'est pas grave. Sur la Bresse, il ne va pas y avoir du tout de patrimonialisation, puisqu'on va reconstruire sur site, et on va reconstruire un peu comme Gérard nous l'a montré hier, dans une volonté de reconstruire la tradition. Et il y avait justement une photo assez intéressante où il y avait un plan de reconstruction, mais qui ressemble à une eau forte du XVIIIe siècle, avec un plan cavalier, où on a l'impression que c'est un dessin pittoresque d'un village des Vosges. Alors en fait, non, ce sont les croquis de la reconstruction. Donc en fait, on va finalement faire de ce nouveau village l'incarnation d'une Vosges authentique. Et d'ailleurs, la patrimonialisation, alors si on regarde bien les détails architecturaux, on se rend compte quand même qu'il y a des éléments des années 50 qui sont inclus dans l'architecture, mais de l'extérieur, on ne voit rien. Quand on balade dans le village, ça a l'air effectivement un village assez typique des Vosges. Pareil, comme vous l'avez montré hier, la question des matériaux locaux et d'une volonté de préserver ça. De même, il n'y a pas du tout de marque extérieure de la destruction du village. À l'Office du tourisme, il n'y a aucun parcours de mémoire. Ce qui est vendu aux touristes, ça va être la Vosges authentique, le sapin, le sable de bois et les pistes de ski. Et on n'a pas du tout d'irruption. Ça, la seule patrimonialisation qui existe, c'est une baraque dans laquelle ont vécu les gens le temps de la reconstruction, donnée par le don suisse et qui fait partie maintenant d'un parc d'acrobranches et qui fait partie de tout un panel de cabanes insolites dans lesquelles on peut passer la nuit à peu près pour 100 €. Où on peut passer la nuit dans une baraque de la reconstruction du don suisse. Voilà. Et elle est perdue dans la forêt dans un parc d'acrobranches. Donc pas du tout patrimonialisée en tant que tel, il y a une petite plaque dans le parc, mais
faut la trouver, là. Et après, il y a juste, et je reviendrai, les monuments sont dédiés seulement aux partisans, aux résistants. Ils sont un peu à l'écart du village. Il y a quelques plaques dans le cimetière du village, mais et il y a pour les victimes civiles. Et cet exode dans la neige et dans la nuit, il n'y a qu'un petit monument que j'ai trouvé complètement par hasard au détour d'une randonnée, petite balade, pardon, sur le col de la Vierge, mais vraiment à l'écart de la bourgade et à l'office du tourisme. Personne n'est au courant que ça existe. Très bien. Alors, dans le cas, oui, dans le cas de Montesole et Marzabotto, monumentalisation, patrimonialisation. Je ne vois pas la première qui est l'église, je n'ai pas le résultat. Bon, moment que tu cherches, là ça c'est les projets pour... C'est ça qui Non, encore. Après, il y a toutes des photos. Voilà. Des photos. Alors, je ne trouvais pas une décision dans les documents, une décision officielle de maintenir les restes comme ils sont. Mais c'est devenu naturel de conserver les restes sans les habiter, on les construit. Il n'y a pas un général de Gaulle qui arrive et dit il ne faut pas reconstruire. C'était là, il y avait des bourgs de Carrara, tu peux continuer, et San Martino, c'est une. Là, c'est Carrara encore. Non, c'est autre chose. On voit comment les restes qui ont été avec la. Et là, alors, à la fin, dans les années 80, avant la construction d'une parc historique, ils avaient censé calculer 115 lieux de mémoire sur cette 115, d'accord. C'était des fermes, des lieux, des bourgades, etc., mais même des petites fermes au hameau. Et alors, l'économie de cette zone, au-delà de la reconstruction, très lentement, la reconstruction des trois principaux villages communs que j'évoquais, dans la vallée et dans les montagnes, toute cette zone du massacre entre septembre et octobre est complètement abandonnée. Dû, je disais, à l'économie. C'était une économie basée sur des familles, 2 ou 3 générations de paysans. La plupart, au moins une ou 2 générations étaient disparues. Les territoires étaient, on en parlera à la prochaine question, pleins de restes humains qui restent sur le territoire pour des années. Cultiver, vous voulez dire trouver des restes humains. Et comme ça, tout a été laissé comme ça et monumentalisé dans le sens des ruines. Laisser des ruines avec des signaux. C'est intéressant que les ruines, vu ceux qui sont venus, il y a une diacrucis qui cherche de lier un passage à l'autre. Et il y a tout je ne parlerai, un parc de la paix avec des. Mais la monumentalisation reste celle-là. Et avec une forte trace religieuse. J'ai souligné, il y a 2 églises détruites et brûlées. La plupart des femmes et des enfants sont tués devant les églises. Et l'église qui reste sans, peut-être tu vois, je ne sais pas si c'est. Non, ça c'est encore. Là, il y a une partie de l'église et qui reste un cimetière aussi, un cimetière de l'époque, et qui reste en ruine totalement. Très bien, merci. Alors, toujours dans mes petites questions, parce que je vois qu'on a un peu de temps. Donc, la gestion des traces matérielles, est-ce qu'il y a des choix
qui sont faits parce qu'on ne garde pas tout. Et est-ce que les documents nous renseignent sur la nature de ces choix? À Montesole, par exemple, est-ce que 115 lieux, mais aujourd'hui il en reste quoi, 5 ou 6? Est-ce qu'on a une idée du choix? Est-ce qu'un choix, oui, un choix a été fait, mais est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est assumé? Tout à fait. Si tu reviens, par exemple, il y a tous des chemins qui amènent. Voilà, oui. Des chemins, là, il y a un article de la Constitution italienne. Tout a été reconstruit pour faire visiter les lieux. Et la monumentalisation est très claire dans cette zone. Et on peut même critiquer, on avait un peu critiqué les formes de restauration, non, de restauration de certains lieux, mais c'est bien clair l'idée de faire devenir une espèce de musée ouvert, un parc ouvert, avec des trajectoires, des passages, et même de l'enseignement pédagogique, pas seulement sur la guerre, sur la paix, sur la Constitution italienne, qui est née dès la Deuxième Guerre mondiale. Il y a même un extrait de la Constitution italienne en dessous, donc ça doit beaucoup intéresser les visiteurs. Chaque étape, parce que chaque étape, de la vallée, on monte vers la colline, la montagne, et chaque étape est signée et marquée, pardon, je ne suis pas fatigué, est marquée par un article de la Constitution italienne. Et après, peut-être il y a des petits, qui intéressaient beaucoup Babette, les gauches des enfants, les gouttes des enfants, c'est-à-dire que les écoles travaillent beaucoup sur cette question de mémoire et visitent les lieux et laissent des traces. Tu peux revenir sur. Avant? Non, il y en a d'autres. Hein. Encore? Oui, voilà. Ah oui, les traces, oui. Et là, c'est tout un travail sur les ruines. Là, il y avait une église, c'était plus en bas par rapport à là. Et là, c'est Casaglia, il y a, on voit conserver les murs d'une bourg et avec les puits, l'église, etc. Et au-dessus, il y a tout un travail qui vient des écoles et de la présence sur les écoles, des écoles sur les lieux. Alors, par contre, le logo laisse à penser que c'est une promenade tout à fait champêtre, normale, pas vraiment de référence historique. Bon. Donc, on retrouve un peu le contact entre mémoire et parc naturel qui est bien fort dans le Vercors en particulier. Hein. Un contact qui est assez conflictuel. À Marzabotto, il n'y a pas de conflit entre l'espace naturel et l'espace de mémoire. Non, parce que non. Les parcs historiques et naturels, 6000 hectares, a été créé en 1989 et c'était des territoires déjà abandonnés par les paysans. Alors, il n'y a pas un conflit entre l'agriculture, mais il porte quand même un petit peu de tourisme. Là, on parlera peut-être avec Anne et relancer un tourisme sur les mémoires. Alors, pour ce qui est de la patrimonialisation, oui, tu voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter sur le radio, le fait même d'avoir mis un mur d'enceinte fait qu'il y a des espaces qui ne sont pas patrimonialisés, où il y a quand même des exactions, y compris, et je pense qu'on travaille d'Alberto sur les hameaux, donc tu vas sans doute nous parler, tous les espaces autour plus périphériques, qui concernent aussi les hameaux autour de Bordeaux et qui sont exclus jusqu'ici de la patrimonialisation. Oui, les fermes modèles. Enfin, non, pas ça, c'est autre chose. Alors, moi, ce qui m'a aussi frappé dans le cas d'Emmanuel et d'Aurélie, c'est qu'il y a patrimonialisation des traces du massacre, mais il y a aussi patrimonialisation des éléments de la reconstruction. Peut-être que c'est quelque chose qui est intéressant. Et je me souviens qu'à Lidice, il y a un musée de la reconstruction dans une des nouvelles maisons.
C'est le seul cas où on a vu ça. On n'a pas du tout vu ça en Italie, nulle part ailleurs, où véritablement on assume de construire un musée sur la reconstruction. Et je crois qu'à Oradour, l'idée, moi j'en ai parlé au maire, mais enfin bon, c'est pas du tout dans les tuyaux, hein, si j'ai bien compris. Donc là, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a un déplacement de la mémoire du massacre vers la mémoire de la reconstruction? Comment vous voyez les choses? Emmanuel, oui. De ma part, non. Il y a tout un petit musée qui est le musée du parc en bas, où nous avons tenu notre séminaire, où il y a la reconstruction du massacre. Mais tout est demandé, on peut dire, à Bologne, la grande ville. C'est plutôt les lieux naturels et les restes qu'on peut visiter. C'est la grande différence avec Oradour, avec Lille. Ce n'est pas un village, c'est un grand territoire. Bien sûr. Et là, c'est la différence. Bien, je vous remercie. Pardon. Je vous remercie. Alors, on peut peut-être passer. Oh, pardon, Emmanuel, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, tu parlais du déplacement, donc je ne pense pas, parce que le baraquement qui a été conservé concerne la surface. Alors, dans les places, c'est vraiment le haut lieu de mémoire locale. C'est vrai qu'on est plutôt sur les cérémonies, on reste encore sur les cérémonies du 26 juin, c'est des brèches à clé qui perpétuent la mémoire, c'est des otages exécutés. Donc, je ne pense pas qu'on a l'immense déplacement vraiment sur la construction. Et c'est vrai que c'est un élément, enfin, moi je l'ai perçu comme ça, c'est un élément qui participe à la connaissance des événements et puis tout de même qui intègre dans ce champ mémorial, donc qui fait sens peut-être en référence au drame de juin 1934. Moi je fais également de cette manière, après bon, c'est à toi. C'est vrai que je m'inscris sur le territoire, l'espace, le paysage, donc je l'ai perçu comme tel. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être passer à la troisième question qui est bien délicate. Et qu'en est-il des restes humains? Alors, Emmanuel, je vais essayer d'ouvrir je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre en grand, le diapo peut-être. Pardon, vas-y, je vais essayer de... Donc là, parler de la place. Mais oui, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un sait faire là? Je ne sais pas si je sais faire. Tu veux essayer? Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça, vraiment? Voilà, ouais. Peut-être fermer. Ah oui, d'accord. Tu as raison. On va réouvrir. Ok. Je ne sais plus où on en était. Voilà. Troisième question. Voilà. Alors, dans les places. Donc, dans les places, aujourd'hui, c'est le lieu de mémoire locale. Donc, la cérémonie du 26 juin, donc, célébrée chaque année, perpétue la mémoire des otages exécutés. Donc, les victimes ont été enterrées dans le cimetière communal le 1er juillet 1944. Et très rapidement, donc, afin de préserver les sépultures, donc, les habitants du village, les familles vont exprimer le souhait d'un aménagement durable du cimetière. Donc, une souscription publique va être lancée en 1957 pour la construction d'un mémorial. Donc, mémorial dédié aux souvenirs des fusillés, donc vous pouvez voir sur la photographie. Alors, ce mémorial a été inauguré en 1958. Alors, il est composé d'une vaste dalle de granit, donc, qui réunit les victimes, et cette dalle est surmontée de 2 rangées de dalles individuelles en granit sur lesquelles sont inscrits les noms des disparus. Donc, ce mémorial de l'année place constitue aujourd'hui un des principaux supports de commémoration avec l'église et le monument des fusillés. Alors, ce monument des fusillés, donc, je l'avais présenté sur une précédente photographie. Donc, ce monument fait face à l'église et présente une statue qui exprime la souffrance, la douleur par la représentation finalement d'un jeune homme frappé à mort. Et le nom des victimes sont gravés sur le soubassement de la statue. Vous avez également donc, ici donc, les commémorations du 26 juin. Vous pouvez voir que les hommes de la place sont morts pour la France. Donc, il y a cette mention également mort pour la France. Donc, on trouve sur le registre d'état civil de la commune de la place pour les fusillés.
Toutefois, bon, cette mémoire locale, donc là, cette mémoire locale, finalement, familiale et collective, c'est ce qu'on perd le temps. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'association de la mémoire de Daniel Place pour la sauvegarde de la parole des témoins des survivants du massacre est créée en 2001. À l'initiative des familles, des victimes et des habitants de la commune, en particulier un des fils des otages exécutés. Alors, le rôle des élus est important puisque vous avez, par exemple, dans les otages qui ont été exécutés, donc il y avait le maire de Daniel Place, le fils sera également maire donc, de Daniel Place. Vous avez également donc, le président de cette association, Claude Pichot, qui était également le fils d'un des otages exécutés. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette volonté finalement de transmettre cette mémoire et puis peut-être d'inscrire dans l'histoire ces événements, de ne pas rester uniquement sur les commémorations. Donc il y avait peut-être cette volonté de dépasser donc, les commémorations pour vraiment inscrire ces événements dans l'histoire. On est évidemment sur la disparition des témoins, donc la disparition des acteurs. Donc on passe évidemment à une autre phase. Donc là, ce mémorial de Daniel Place, donc on est sur ce musée mémorial de Daniel Place qui a été inauguré en 2016. Donc, ce mémorial, c'est plutôt un centre d'interprétation qui présente finalement les témoignages écrits et propos des survivants. Donc, il va montrer la reconstruction physique et morale du village de Daniel Place, tout en dépassant le récit local pour délivrer peut-être une réflexion plus globale sur la violence, la barbarie qui fait passer. Donc c'est vrai qu'il va participer donc ici finalement, à la transmission finalement de cette mémoire, de ces événements. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez deux pôles finalement de la mémoire. Vous avez donc le musée de la Résistance de Saint-Bresson, qui a été inauguré en 1983. Là, je l'évoquerai avec la quatrième question, c'est-à-dire que ce musée est situé donc la maison du parc naturel, donc régional du Morvan, puisque là, dans les acteurs, finalement, des aménagements, donc le parc naturel va jouer un rôle important. C'est un des principaux acteurs qui va fédérer finalement les collectivités, qui va porter de nouveaux projets. Donc là, moi j'ai évoqué plutôt dans la dernière question. Donc là, vous avez ces deux pôles de la mémoire, donc finalement, quelque part, ils centralisent cette mémoire, et puis ensuite, il incite les visiteurs à peut-être ensuite visiter les sites et autres. Donc, il va jouer un rôle important, donc, et puis je l'évoquerai avec la mise en réseau des sites. Donc là, vous pouvez voir, dans ce musée mémorial de Daniel Place, on a les 3 temps, revivre, se souvenir et connaître, donc, qui va jouer un rôle important. Donc là, c'était vraiment une volonté donc, des élus en particulier, donc je trouve que ces élus étaient également, avaient évidemment ce lien avec les otages qui ont été exécutés. Très bien. Une petite curiosité, ce cimetière, ce mémorial, il est à l'intérieur du cimetière. Le mur, c'est le mur du cimetière. Ça fonctionne comme un carré militaire, en quelque sorte. Il n'y a pas de drapeau. Okay. Aurélie. Alors, sur la question des corps, je vais surtout parler de Radour, parce que sur la Valette, en fait, les gens ont été mis au cimetière, tout bêtement. De toute façon, je n'ai pas fait de source. Donc, comme vous l'avez dit, le premier traitement des corps ne se fait pas par les secouristes, mais par les SS eux-mêmes, qui reviennent et qui continuent à s'acharner sur ces corps. Et donc, le traitement des corps se fait en même temps que le déploiement, qui est quand même sur une durée assez longue, puisqu'elle dure plusieurs mois pour arriver à tout gérer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les corps disparaissent peu à peu de l'espace des ruines elles-mêmes. D'abord, en étant bien sûr rapatriés dans le cimetière, mais on a ce phénomène des cendres humaines qui sont présentées dans l'église, notamment. Donc, on n'est effectivement pas sur les corps eux-mêmes, mais on est sur un produit des corps présentant en tant que tel avec un panneau. J'y reviendrai sur les plaques parce que c'est très important là-dessus. Et on a aussi une circulation des images des cadavres qui sont faites notamment dans la publication au Radour, une vision d'épouvante. On voit que la présentation des cadavres se fait aussi de moins en moins dans les publications au fur et à mesure de l'avancée du temps. Donc on a un effacement du corps supplicié de plus en plus et qui va être remplacé par les plaques. Parce que
la disparition des corps va être signifiée par les plaques avec toute une génération de plaques différentes. Les premières sont en bois, donc avec des injonctions effectivement à un comportement lié au massacre, recueillez-vous, etc. Ces plaques en bois vont être très vite abîmées, elles durent que quelques années, elles vont être remplacées par les plaques qu'on voit partout sur le site, écrites en rouge, et qui reprennent la même typographie et qui reprennent aussi les mêmes injonctions. Et c'est intéressant parce que ces plaques viennent en fait remettre les cadavres dans les ruines. On a ensuite une autre génération de plaques qui arrive, qui est plutôt le fait. Alors ces plaques-là sont mises en place en lien avec l'association des familles, et on a des plaques individuelles qui sont mises de façon plus disparate. On les retrouve, il y en a une sur un architecte, il y en a une autre sur une employée des PTT, et puis il y a celle-là, notamment, qui ressemble plus à des plaques de cimetière avec les noms, les dates de mort, de naissance. Et donc, effectivement, on remet plus des cadavres, il y a une évolution, on ne remet plus des cadavres dans les ruines, mais on remet des gens morts, mais des gens morts avec une identité. Et donc, symboliquement, c'est quand même assez différent. Et ensuite, on a la dernière génération de plaques, là, pareil, sur impulsion de l'association de famille, qui apparaît dans les années 90, mais le projet remonte à 87, et qui remet des gens vivants dans les ruines. C'est-à-dire qu'on a un dentiste, par exemple, on a un coiffeur. Mais ça remet des gens vivants dans les ruines, mais ça remet des gens avec leur fonction sociale dans les ruines aussi. C'est-à-dire qu'on a on revoit le café, on revoit le dentiste, avec un effet assez étonnant qui peut conduire à des critiques qui ont pu être faites sur le site de Radio sur Glane, comme étant des fois vont être confondues avec un écomusée. Parce qu'effectivement, quand on a le charron, on imagine bien que les classes qui viennent posent la question, c'était quoi un charron? Donc on a aussi un effet, du coup, la vie d'autrefois en Radio, avec des fois des contradictions entre le café chez Denise et ici des corps suppliciés ont été trouvés. Ça crée des petites dissonances cognitives. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que les plaques, dans ce contexte, viennent justement remplacer les corps et marquent historiquement une évolution dans le rapport justement à quelles personnes on remet et sous quelle forme. Des cadavres, des gens morts, puis des gens vivants dans leur fonction sociale, et on retrouve, si vous voulez, ce que je vous disais aussi, il s'agit bien sûr d'un crime contre des gens, il s'agit d'un crime contre des bâtiments, mais il s'agit aussi d'un crime contre une entité sociale, je vous ai pris l'exemple de M. Poutaro, qui est assez exemplaire à ce titre-là. Il manque une image que je n'ai pas mise, parce que je pense que je suis un produit de mon époque, et des images de cadavres, Il y avait une autre image qui est celle du corps de M. Poutaro, qu'on a retrouvé là, qui était un des hommes qui s'est réussi à s'enfuir de la grange, et on voit son cadavre en fait sur la grille, sur une grille, sur la barrière, pardon, sur la barrière. Et son corps a été enlevé, on a mis un panneau en bois, ensuite on a mis cette plaque rouge, et enfin on finit par retrouver M. Poutaro dans son garage. Non pas à l'endroit où il est mort, mais à l'endroit où il vivait et où il exerçait une fonction sociale. Voilà. Donc ça c'est pour autant sur le traitement des corps. Donc ce que je vous raconte là, il manque toute une dimension sur le traitement des corps au cimetière que je ne traiterai pas ici, parce qu'on n'en a pas. Voilà. Et dernier point, je voudrais mettre ça en exergue avec une réflexion reprise par Sophie Babi et François-Xavier Nérard sur un article que j'aime bien sur l'exhumation et l'usage des traces matérielles de la violence de masse. Ils reprennent les propos d'un activiste espagnol sur les fosses communes aux guerres civiles, qui a cette phrase qui dit « Une botte est plus humaine qu'un os ». Et donc, effectivement, sur comment, effectivement, quels sont les... Là, on est plutôt sur les objets, mais à quoi ramènent les restes? Est-ce que ça ramène à la mort ou est-ce que ça ramène à la vie? Et on est un peu dans cette problématique entre les cadavres et les plaques sur Merci beaucoup Aurélie Papletian. Tu as des photos à montrer? Oui, oui, il y a des photos sur le square. Très bien. Alors, ce que je voulais dire, que les principaux soucis de cette communauté, c'était
d'accueillir les corps. Je vous rappelle que jusqu'aux années 80, les calculs des morts pour cette saison de guerre, ça a été presque tous les années changé. Un peu plus clair la semaine sanglante, mais tout ce qui a précédé et suivi la semaine fin de septembre, début octobre 1944, a produit beaucoup d'autres morts, jusqu'à calculer à 1830 victimes pendant cette saison. Avec des lieux plus clairs, comme les deux églises de Caprara et San Martino, il y avait à peu près 90 et 60 victimes. Les victimes, alors, ça c'est dans la semaine sanglante, ils ont calculé plus de 700 morts, 721. La plupart des enfants, ce sont 16 enfants de 0 à 12, 316 femmes, vous voyez la majorité, et des âgés, 140 âgés, très peu d'hommes. En plus, il y avait la question de reconnaître ce qui était réfugiés. Il n'y avait pas des étrangers comme à Radour, mais il y avait des familles de la ville de Bologne, dans la ville de la vallée, qui pensaient que dans la montagne, ils se sauvaient des bombardements sur la ville. Et la question, alors, ça a été vraiment comment, l'autre chose, les Allemands, à différence d'Oradour et d'autres lieux, ils n'ont pas caché les corps. Ils ont laissé les corps. Ce sont des familles, il y a toutes des souvenirs des personnes survécues qui arrivaient les jours après les grands massacres de la semaine à récupérer les corps ou à trouver ce qui était encore blessé. Et les Allemands, ils sont restés dans cette zone jusqu'à les Britanniques suivants. Alors, pour dire que la question, c'était très important pour la communauté, bien plus que construire les maisons, il y a des baraques. Je n'ai pas trouvé des modèles de baraques pour ce qui concerne Marzabotto, juste que l'UNRWA, le Rehabilitation, a donné de l'argent. Il y avait le ministère pour la reconstruction, mais ça a été surtout les soucis de pouvoir construire un lieu digne et ça, je ne savais pas, je l'ai trouvé dans les archives, c'est un modèle comme vous voyez, ce n'est pas ce que vous avez trouvé à Marzabotto. Marzabotto est en effet une église, l'église, et au-dessus de l'église, de l'autre côté, il y a le soir. En dessous. C'est au-dessus, pardon, de l'église. Et il y a jusqu'à la moitié des années 50 tout un aller-retour avec les ministères, avec l'État, pour avoir un soutien à construire cette OSER. Le projet est du septembre 1946, c'est-à-dire une année juste après la guerre, mais l'économie de l'après-guerre, etc., me donne, et tout tombe du ministère de la Reconstruction au ministère de la Défense. Et encore aujourd'hui, ce qui est l'OSER appartient au ministère de la Défense et pas aux familles qui demandent d'avoir une surveillance, une ouverture pendant la semaine, chose qui n'est pas complètement assurée. Et les passages, ça a été la première chose, construire l'église. L'église de Marzabotto, et en 1955, vient donner la clé au curé de Marzabotto, et seulement en 1961, c'est-à-dire dans les centenaires de l'unité italienne, au moment des grandes célébrations pour l'unité italienne, il y a l'ouverture du sacraire qui existe toujours. Mais
au moment de donner les clés pour l'Église et de construire le serre, il y a encore un grand travail d'exhumation des corps. Surtout la grande campagne pour exhumer les corps dans tous les territoires, dans les camps, dans les petites fermes, etc. est une grande campagne qui se déroule entre 54 et 55, c'est-à-dire 10 ans après la fête de la guerre, et qui porte après à construire l'Auxerre. Mais l'Auxerre contient seulement, il y a aussi des partisans, discussions, et contiennent à peu près 720 morts dans la semaine et les autres sont dans d'autres cimetières. Ça, c'est un très complexe rapport soit avec la mémoire, mais surtout avec l'État italien. Et la chose qui peut-être interroge les autres, là, c'est la construction de la vallée des maisons qui ont reconstruit pendant à Marzabotto, dans la vallée, pas dans les montagnes. Et la chose qui peut faire interroger, c'est la question qui tout encore dans cette mémoire deuil est consigné au ministère de la Défense et pas au ministère qui est civil. Et c'est pour ça que dans les compromis, ils ont mis même des corps des soldats de la Première Guerre mondiale à l'intérieur de l'Auxerre. Oui. Très bien, merci beaucoup. Une question complexe. Ce qui me frappe dans vos interventions, c'est cette grande tension qu'il existe entre des rites funéraires privés, où les corps sont rapatriés dans les caveaux des cimetières. Dans le cas du Morvan également, les corps sont rapatriés à l'intérieur du cimetière. C'est un carré militaire, mais c'est quand même à l'intérieur du cimetière. On est quand même dans un cadre d'un rite funéraire privé, et puis les rites funéraires publics. Et il y a une tension très, très forte entre les deux. Et à Oradour, c'est intéressant parce que ça se traduit dans le cimetière par le fait qu'il y a l'ossuaire, qui est le monument collectif, mais anonymisé, mais que les familles ont ressenti le besoin sur les caveaux de mettre des portraits de porcelaine de leur mort sur leurs caveaux. Donc on voit très bien à Oradour cette tension très forte entre les rites funéraires privés et les rites funéraires publics. Et ce qui me vient aussi à l'idée, aux archives départementales du 87, il y avait un document très intéressant sur les plaques, parce qu'effectivement les familles très rapidement veulent mettre des plaques individualisées, ça leur est interdit et finalement on les autorise, mais sous un format qui doit être absolument uniforme. Et ces plaques, tu le sais, elles sont à l'intérieur du bâtiment, on ne les voit pas. Donc on retrouve cette dualité entre les plaques du deuil collectif qui sont à l'extérieur, au vu des visiteurs, et des plaques du deuil privé qui sont à l'intérieur des bâtiments. Et qu'il faut... Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Ils sont on trouve un petit peu cette dualité. Évidemment, je pense au cas de Distomo, qui est extraordinairement intéressant, puisqu'il y a une première phase d'enterrement privé au cimetière, et puis des années plus tard, regroupement, exhumation de tous les ossements qui sont placés et monumentalisation qui sont placés dans une chapelle. Tous les crânes sont rassemblés derrière une vitre dans une chapelle, et la chapelle est au pied d'un monument qui domine le village de Distomo. On retrouve aussi cette forte tension entre les rites privés et les rites funéraires. Alors, pour terminer, je pense que c'est une question très difficile, donc on ne va pas y passer beaucoup de temps, parce que c'est une question sans doute qui concerne surtout les géographes. Je répète la question, pardon, je vais y revenir. Lorsqu'il n'y a pas de traces, éventuellement, comment gérer l'absence de traces, et s'il y a absence de traces, quel support se développe alors pour les mémoires du massacre. Ma question, évidemment, c'était un petit peu la question du paysage de mémoire. Et là, je pense à l'Edith, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
il y a des choses, mais il y a principalement un paysage, donc le paysage comme support de mémoire. Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter, Emmanuel? Oui, donc là, je vais vous parler de la mise en réseau des lieux de mémoire. C'est-à-dire que vous allez voir en 2015 un projet, donc, on va inaugurer donc, ici les chemins de mémoire. Donc, ce projet va mobiliser les territoires en tant que ressources. Il ancre vraiment le souvenir de la résistance dans le paysage. Alors, ce projet a été mis en œuvre donc, par le parc naturel régional en partenariat avec la ROM. Alors, la ROM, c'est l'Association pour la recherche sur l'occupation et la résistance du Roman. Alors, la ROM avait été créée donc, en 1980 pour le musée de la Résistance et puis la gestion de ce musée de la Résistance. Donc la ROM gère aujourd'hui le musée de la Résistance, le mémorial, le musée mémorial et les chemins de mémoire. Alors ces chemins de mémoire, c'est la mise en réseau de 29 lieux de mémoire qui vont, comme je vous le disais, mobiliser donc, le territoire en tant que ressource. Alors il va donner, si vous voulez, donc ici une visibilité nouvelle, une visibilité au village martyr, en particulier en recontextualisant les faits et en réinvestissant les marqueurs mémoriels qui étaient déjà présents par une nouvelle stratégie de communication. C'est-à-dire, c'est cette idée de reterritorialiser la mémoire des lieux. Donc là, vous pouvez voir, donc ici, on va donc avoir notre lecture finalement des lieux en révélant donc ici ces lieux. Alors, si on prend donc ces exemples, moi l'idée c'est que finalement ces aménagements convoquent le paysage pour la compréhension des événements de 1944. Donc ici, vous pouvez voir ces aménagements. Ces aménagements, on a donc ici une scénographie, une chartographie commune qui repose sur ces volumes cubiques. On est sur des panneaux, on est sur des pupitres qui servent de support à l'exposition de différents symboles qui vont faire référence à la guerre et à la résistance. L'utilisation également donc, de la silhouette du maquisard comme logotype, donc qui vont donner l'unité à l'ensemble. Alors, présenté sur ces supports, on a donc une carte de localisation, on a un certain nombre de textes qui vont expliquer les éléments, et on a des archives photographiques. Donc, on a ces témoignages finalement iconographiques propres à chaque site qui complètent ce dispositif mémoriel. Donc là, ces aménagements vont être réalisés autour des monuments, des stèles, de certains édifices, des cimetières, qui donnent donc une visibilité au lieu de mémoire, tout en favorisant leur intégration dans leur environnement paysager, naturel et bâti. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que par cette mise en réseau, le récit autonome finalement de chaque site, on va passer à une lecture globale de la résistance et puis des événements de la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Alors, si je. Oui, donc là, oui, je crois qu'il y a la précédente. Pardon, ça? Non. Ah, pardon, précédente. Oui, donc voilà, alors là, j'ai pris quelques exemples. Alors, vous pouvez voir, donc ici, vous avez la première diapo qui présente ce qu'on appelle la cathédrale de verdure. Alors, justement, on a cette référence au paysage. Donc, ici, c'est un cimetière. Donc, on a un cimetière avec, donc, ici, les maquisards. On a également des soldats mécaniques enterrés. Mais on parle donc ici de la cathédrale de verdure, donc cette référence finalement au paysage. Et puis vous pouvez voir donc les villages martyrs. Donc on a le village martyr, donc 3 villages qui vont être intégrés dans ces 29 lieux de mémoire qui vont être mis en réseau. Donc là on voit bien donc ici un aménagement qui est commun. Alors peut-être oui insister donc ici sur les villages martyrs. Donc là vous pouvez voir donc, ces villages martyrs. Donc il est intéressant donc, enfin, voilà, les photographies. Donc, ces photographies ou ces archives, donc, finalement, donc, photographies, présentent ces villages et présentent les destructions. C'est-à-dire que ici, ces archives finalement permettent de se représenter les faits, de s'approprier le territoire observé du village et de faire ressurgir finalement le paysage d'avant les destructions, puis celui donc, ici, celui de l'ampleur du drame, des bâtiments anciens, enfin celui de la reconstruction. Donc là, vous avez l'exemple de plancher. Vous pouvez voir donc, ces archives, donc, finalement ces documents, avec donc, la présentation, donc à la fois, donc, là on est sur la rue principale, on a donc une représentation, une photo qui présente le village avant les destructions, les ruines, et puis le paysage de la reconstruction. Vous avez une photo aérienne qui présente également le village reconstruit. Donc là, ces aménagements étaient réalisés autour du monument que j'avais présenté donc, précédente. Donc là, on est sur une représentation des faits, on est sur une réappropriation finalement de l'espace par le paysage
Et on est sur une démarche rétrospective, c'est-à-dire que ça permet finalement d'avoir une autre lecture du paysage. Donc là, on va mobiliser finalement ce paysage, et puis on peut avoir donc plusieurs grilles ou échelles de lecture, c'est-à-dire qui vont être sollicités par ce processus de reterritorialisation de la mémoire des lieux. Donc on peut avoir une première échelle de lecture qui se concentre sur le site aménagé, sur le monument. Donc on peut rester sur cette échelle, c'est-à-dire qu'on est sur le site mémoire, qui constitue dans un premier temps le repère, le marqueur temporel et spatial de la mise en mémoire. On peut avoir ensuite une deuxième échelle de lecture, on va s'appuyer sur le paysage actuel du village, donc en particulier sur ce paysage de la reconstruction. C'est-à-dire qu'ici, on s'appuie sur le village, les rues, les bâtiments qui participent à la construction mémorielle par leurs confrontations archiphotographiques qui sont exposées sur le site du monument. Donc qui propose finalement une représentation des lieux au moment des événements de juin 1944. Donc le village actuel, ou village martyr, on pourrait parler plutôt ici du village mémoire, qui devient finalement de manière peut-être discrète ou silencieuse le support également de la remémoration. Donc on interroge ici la place du paysage, du présent dans la connaissance des faits. Et puis vous avez une troisième échelle de lecture qui consacre le territoire mémoire du Morvan, c'est-à-dire qu'avec la mise en réseau des 29 sites, on a donc ici des liens qui vont être rétablis pour proposer un récit global et ainsi dépasser, je disais, le cadre particulier du micro-récit de chaque site. Donc il y a une connexion, une reconnexion qui va se faire entre ces différents sites. Et puis évidemment, on s'inscrit dans une politique plus globale, donc ici du tourisme. C'est-à-dire qu'on a évidemment le développement, donc ici la tourisme de mémoire, on va reterritorialiser ces lieux de mémoire, et puis c'est un territoire et des acteurs. Donc là, ces acteurs, bon, je les présente. Vous avez donc ici l'association, cette association Larande, le parc naturel régional du Morvan qui joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il fédère vraiment les acteurs. Vous avez donc ici également le réseau donc l'écomusée, vous avez un écomusée. Alors cet écomusée, on est sur 9 maisons à terme, et le mémorial, le musée mémorial et le musée de la résistance participent au réseau écomusée. C'est-à-dire qu'ici, on présente finalement différentes mémoires, c'est-à-dire les mémoires des hommes et des femmes, finalement du Morvan. On a différents thèmes sur les paysages, sur certaines activités. Donc là, on a évidemment, donc ici, alors ça pose peut-être la question également du tourisme de mémoire, la définition de ce tourisme de mémoire, est-ce qu'on reste vraiment sur des événements traumatiques ou est-ce qu'on peut finalement s'interroger sur d'autres mémoires? Donc là, on a différentes mémoires qui sont finalement mobilisées à travers des activités. Et puis, dernier acteur, ce sont les collectivités, en particulier donc ici les communautés de communes, qui vont porter également donc ici ces projets. Donc voilà, donc cette idée, c'était finalement d'utiliser le paysage, peut-être d'avoir une autre lecture, et on s'inscrit dans une offre plus globale. Donc ici, notre touristique plus globale, dans le Morvan, évidemment, c'est le parc naturel, c'est surtout un tourisme vert, un tourisme de nature, un écotourisme. D'ailleurs, les sites de la résistance, pour certains, s'inscrivent dans des parcours, même des sentiers de randonnée. Donc vous avez vraiment, et puis vous avez même, par exemple, le parc naturel organise également des sorties qui présentent biodiversité et l'histoire sur les sites. Voilà, vraiment, donc ici, on est peut-être aussi sur peut-être on va mobiliser donc ici le territoire, donc en fédérant les acteurs et puis le territoire comme ressource. Et puis, on s'inscrit dans une nouvelle modalité quand on prend le dossier de presse du musée mémorial. Ce dossier de presse insistait sur finalement les territoires de mémoire et des nouvelles modalités. C'est-à-dire qu'on s'inscrit finalement sur un territoire, sur l'avenir. Donc, lorsqu'on présente ici ces aménagements. Et puis, j'ai mis également le document 1944-1924. Donc là, c'est le document qui présente les commémorations pour le 80e anniversaire. Et on peut voir qu'on parle du 80e anniversaire, donc ici, de la libération et du souvenir des villages martyrs. On insiste sur le souvenir évidemment des villages martyrs. Donc voilà, donc cette idée, c'est voilà, donc un territoire, des acteurs, et puis surtout peut-être utiliser le paysage. Bon, c'est pour ça au début, lorsque je parlais du paysage de la reconstruction, peut-être une manière, en confrontant finalement les archives photographiques, les destructions qui sont présentées in situ, et puis bon, ça incite peut-être à avoir une autre lecture de ce paysage, vraiment de
d'avoir un grand regard sur ce paysage de la reconstruction. Après, voilà, c'est à voir, donc ici, puis donc on a finalement 3 échelles de lecture entre le site mémoire, peut-être le village mémoire, puis le territoire mémoire, le mouvement. Très bien, merci beaucoup, Emmanuel. Je fais simplement remarquer que le monument de Plancher imite une ruine. Voilà. Enfin, c'est parce que c'est une petite obsession personnelle. Voilà. Alors on va passer à Aurélie. Oui, d'ailleurs, on remarque, on va aller dans ton sens, c'est ça, tu n'es pas le seul à avoir cette obsession, je crois que tu nous as toutes impliquées. C'est la question de la ruine reconstruite se voit sur beaucoup de sites. En fait, on a remarqué qu'on est passé, quand il n'y a plus de ruine, des fois on reconstruit. L'Édicée, mais pas seulement, aussi à Marzabuto, il y a à Monte-Soleil, il y a un monument qui imite une ruine. Donc, sur l'absence de traces, alors c'est effectivement, là j'ai parlé de la Bresse, parce que sur Oradour, je pense qu'on n'est pas trop dans l'absence de traces. Ce qui est intéressant, pour faire le lien avec la question sur le patrimoine naturel, c'est que là, il ne joue pas du tout le rôle de support de mémoire, mais il joue au contraire le rôle de cacher cette mémoire. C'est, alors, vite, cette mémoire affleure, mais dans le sens où, quand on va à l'office du tourisme, etc., ou quand on se balade dans le village de la Bresse, on ne remarque rien. Il y a des petites plaques au fond du cimetière près de l'église, mais c'est très minime. Il n'y a pas de mémoire publique de cette affaire. Et à l'Office du tourisme, on est effectivement sur ce discours de l'éternité, et ce qui permet d'assurer l'authenticité de la Vosges éternelle, c'est le sapin. C'est le sapin, c'est la neige, et on a vraiment l'impression que ce discours-là permet d'effacer les traces de l'éruption de cette violence, de cette temporalité de violence soudaine, subite, et pourtant récurrente. Et quand on se balade dans le patrimoine naturel, en fait, on voit très bien que ça affleure à plusieurs niveaux. D'abord, par exemple, on va se balader à l'écomusée du bois, où on voit de très belles machines et la tradition du travail du bois des Vosges, sauf qu'à côté des scies, il y a un détecteur à métal qui est là pour identifier les balles, les obus qui seraient encore présents dans le bout de bois et qui pourraient faire exploser les machines. Donc, on nous vend l'authenticité et de la scierie de bois éternelle, sauf qu'il y a quand même un détecteur à métal qui est présent. C'est pareil, très vite, si on regarde sous les sapins, on voit des paléopaysages, des trous d'obus. Je remercie les gens qui m'ont rattrapé avant que j'aille dans le bas des métaux d'ailleurs. Et c'est pareil avec les quelques traces mémorielles, et je pense notamment au seul, donc, à la seule plaque commémorative de cet exode dans la neige, qui est donc au col de la Vierge, où on a érigé une Vierge pour remercier, même si on retrouve des récurrences. Et si vous voyez, mais j'ai une carte à côté, on est vraiment à on est vraiment dans la forêt, en fait. On est très loin du centre de la Bresse, et pour y aller, c'est pas facile, parce que ça grimpe énormément. Donc on est un peu dans une figure opposée au contraire, le patrimoine naturel qui permet d'affirmer une temporalité très loin des événements traumatiques de la guerre. Pour autant, parce qu'il n'y a pas de traces visibles, est-ce que ça n'existe pas? Cette mémoire de la Bresse et de la Martyre est très vivante. Parmi les habitants et les descendants de ceux qui ont vécu ça, d'abord il y a eu des publications, il y a eu une association très active, les Racines Bressoises, il y a eu donc cette publication, la Bresse Martyre, il y a des films très intéressants d'archives sur les destructions dans les Vosges, dont la Bresse, mais aussi un film sur la reconstruction. Donc on voit vraiment la reconstruction se faire, les ouvriers en train de travailler. Ça a été assez documenté. Quand je vais parler aux personnes, elles me racontent leur histoire familiale, et ce qui ressort sur pourquoi il n'y a pas eu de publicisation, même si, avec des pratiques aussi, hein, ce petit monument-là, il y a des pratiques de pèlerinage de la part des familles qui vont se balader là-bas, etc. Et pourquoi? Ce qui ressort, il faudrait l'étudier plus à fond, mais c'est que cet exode, d'abord, il s'inscrit dans une continuité de malheurs qui ont touché ce village, et que en fait, les mémoires s'imbriquent les unes dans les autres, pas vraiment se distinguer. On le voit dans les gravures là, qui sont des dessins plutôt gentils.
On voit effectivement l'exode représenté dans les bois, et on voit en même temps de l'autre côté un résistant assassiné. Donc, il y a un entremêlement dans le martyr. Et enfin, ce que me disaient donc les gens, c'est que les gens de la presse ont été évacués et n'ont pas pu revenir sur le site pendant près de 2 à 3 ans. Et ils ont vécu dans des familles d'accueil, en Haute-Marne notamment. Et ce qui ressort de ces récits, c'est la honte. Il y a la honte d'avoir été des pouilleux. Et il faut voir que la Bresse, c'est un village très particulier parce que ça s'appelle la petite Vendée des Vosges. C'est un territoire très à gauche. La Bresse est un territoire très catholique, le village, et très en rupture avec le reste parce que c'était le fond de vallée. Ils refusaient de se marier, par exemple, avec les habitants du village d'à côté, Cormillon. Alors, histoire intéressante sur la matrimonialisation, Cormillon a été épargné entièrement. Et pour remercier d'avoir été épargné, ils ont érigé une immense vierge pour remercier, mais aussi pour un peu embêter les Bressons. C'est-à-dire, nous, on a été épargnés, pas vous, dans une histoire de rivalité. C'est assez étonnant de voir cette vierge comme ça surplombée et très visible depuis la Bresse, où les choses se sont apaisées depuis. Et disons que c'était aussi une communauté villageoise et montagnarde très refermée. Et cet exode, pour certaines personnes, c'était la première fois qu'elles sortaient du village. Et donc, il y a vraiment dans les témoignages un sentiment de honte qui peut expliquer pourquoi cette mémoire reste interne. Très bien. Patricia. Je vais résumer rapidement. Il n'y a pas de contraste entre traces et paysages, mais on peut dire qu'il y a des traces dans les paysages. Les paysages englobent au moins 3 moments, les massacres, l'histoire du massacre, la civilisation paysanne disparue avec les massacres et la résistance. Ce sont les 3 moments qu'on peut... Et là, les paysages naturels veulent aussi dire paix, parce que c'est un paysage naturel, tranquille, et l'autre chose pour terminer est qu'il y a toutes les étapes que j'avais 82, il y a le comité régional pour les honoranze et caduti pour honorer les victimes. En 89, une loi régionale pour les parcs historiques. À partir des années 90, une école pour la paix, on a visité, qui a discute et organise séminaires et visites et stages des jeunes gens, surtout la paix dans le monde, à partir du Rwanda, les faits des séminaires jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce paysage naturel, nous pouvons voir une double, je peux dire, commémoration aux religiosités, soit civiles, soit religieuses. Passez-moi les doubles, c'est-à-dire il y a une commémoration qui passe à travers les articles de la Constitution, mais il y a aussi, par exemple, avec la création d'une Via Crucis qui monte jusqu'à le Via Crucis est compréhensible, oui, non? Qui monte jusqu'au sommet de la dernière étape, disons, de la mort du massacre, une présence aussi religieuse. Présence religieuse qui a été même soulignée à partir des années 80 avec la création des 2 héritages des moines, héritages, et de sœurs. Et là, il y a soit une présence religieuse, mais aussi, on pourrait dire, politique, dans le sens que Marzabotto a réussi à mettre ensemble, dans un moment de guerre froide, et après-guerre froide, c'est difficile, soit les catholiques, surtout les catholiques sociaux, soit les socialistes communistes réformateurs.
et dans un projet qui était pas seulement des mémoires, mais des présences sur les lieux. Et témoignage de ça, il y a par exemple un personnage comme Dossetti, Giuseppe Dossetti, qui était un des constituenti, c'est-à-dire un des hommes qui a écrit la Constitution, qui est devenu prêtre assez tard, était universitaire, devenu très tard prêtre, et qui s'est fait, à sa mort, a demandé d'être, et c'est le seul corps présent dans les cimetières détruits par le massacre. Et c'est en signification, à mon avis, on revient à ce que nous avons dit ce matin, les martyrs qui passent dans une signification religieuse et une civile, mais qui reviennent et qui met ensemble les deux avec des choix qui, dans la guerre froide, a mis aussi en Italie ensemble, sans des forts contrastes dans ces lieux, soit la démocratie chrétienne dans sa partie sociale et le parti communiste. Très bien, merci beaucoup. Donc, à cette absence, finalement, beaucoup de réponses. On peut construire des ruines ex nihilo. On peut se servir des images des ruines qui subsistent, comme dans le cas du Morvan. Et puis, on peut se rattacher à des traces du végétal, des paysages, des trous d'obus, etc. Donc, quelques pistes très, très intéressantes. Peut-être, sans vouloir raccourcir la pause, quelques questions. On peut consacrer peut-être quelques minutes, malgré tout, à des questions. Cécile. Je veux bien réagir sur la prise de parole d'Aurélie concernant les corps des morts. Pour partager avec vous la réaction le terme n'est pas compris, on va dire on fait des tests utilisateurs de l'app. Le mot n'est pas vraiment bon, on va dire une étude de l'application. Et dans le cadre de cette étude, l'application permet de revoir des photographies des personnes dans le village. Alors, je vais commencer par la fin. Et la réaction d'une des participantes, c'était elle a eu un effroi. Et ce qui me paraît s'inscrire dans la lignée de ce que tu nous expliquais au sujet des plaques, c'est que les visiteurs ont une première représentation des corps des morts par la galerie du visage. Donc ils les voient avant. Il y a une alternation, c'est encore une autre d'ailleurs que celle que tu proposais. Et donc on voit qui était là et qui a été donc massacré. Mais au moment où la photo surgit, et là il n'y a pas de projection du chercheur parce que sur un plan personnel, moi j'étais plutôt contre les photos. C'est juste, et au moment où elle voit la photo qui sort dans le village, elle me dit, est-ce que c'est la réaction de la personne? Donc est-ce que c'est ces personnes-là qui sont mortes ici? Donc, juste pour dire que ça pose deux choses, la représentation du corps et la représentation du corps sur le lieu où il a été achevé. Enfin, il y a un espèce de gradient qui se fait et qui pose plus globalement la question de quelle représentation se font les visiteurs et veulent bien, acceptent bien aussi, enfin c'est pas les bons mots, c'est une question à travailler. Qu'est-ce qu'on accepte de se représenter quand on visite un site mémoriel? Et je profite de la prise de parole pour rebondir juste aussi sur Patricia. Une chose aussi sur les corps dont on va rechercher en fait des propriétaires. On a trouvé, enfin je dis non parce que là je suis beaucoup moins bien placée que Babel, il y a eu le même, cette question se redécline encore sur des objets sans propriétaire. Parce qu'on ne rencontrerait pas. Voilà. Je laisse la parole. Est-ce que vous voulez réagir? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jérôme? Oui, moi j'avais une question sur le temps entre la ruine et puis la cité nouvelle. Parce qu'il y a eu beaucoup en France, lorsqu'il y a eu des bombardements de baraquement, c'était le terme administratif, de cité d'urgence. Et moi, je les ai trouvés par hasard pour Poitiers récemment. C'est une mémoire un peu honteuse parce que c'était bombardement des Alliés. Et ces baraquements, d'une part, venaient pour une part des camps de prisonniers, qui avaient auparavant eu des prisonniers allemands, puis avant des prisonniers français. Donc, ambiguïté peut-être dans la qui explique la difficulté de trouver des archives. Et puis aussi, ça a duré très longtemps. Dans une petite ville de province, jusque dans les années 60, c'est des logements pour des
des rescapés, c'est des administrations même qui siègent. Donc voilà, est-ce que dans la mémoire, il y a cette mémoire un peu ambiguë entre deux de ce temps, puisqu'on avait vu, j'avais vu aussi beaucoup de jours qui restaient, c'est plans et ces photos. Oui, oui. Oui, moi ça va être très court, c'était juste donc, pour revenir sur une question qui a été abordée pendant notre table ronde, la même que Cécile, c'était la question des restes humains. Et comme Cécile, tu viens d'en parler, je vais évoquer ce que tu viens de dire aussi. Je crois qu'à Oradour, la question des restes humains, il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu que moins de 10% des corps qui ont été identifiés et que finalement les restes humains à Oradour, ce sont pour l'essentiel des cendres ou des restes qui n'ont plus du tout figure humaine. Ça me paraît essentiel et finalement c'est moins la question des restes que la question de l'absence des restes, l'absence des corps. Et pour rebondir sur ce que Cécile vient de dire, et cette réaction d'effroi devant une photo de corps vivant dans les ruines, cet effroi ne se produit pas de la même façon quand les gens sont dans la galerie des visages, puisqu'au contraire, dans la galerie des visages, on les voit qui regardent, qui restent, etc. Là, donc, c'est le contraste entre ce corps vivant et la ruine. Et les plaques dont Aurélie a parlé tout à l'heure, qui étaient la troisième phase finalement par rapport à ces corps, c'est-à-dire la réintégration des corps vivants dans la ruine, mais sous la forme de la plaque, là, ça ne pose pas de problème. Ceci dit, c'est le propre de la commémoration. Les morts quittent le centre-ville pour aller en périphérie dans les cimetières et au même moment, les monuments réintègrent les individus sous forme de bronze en centre-ville. C'est classique. Pour parler de l'effroi, Cécile, tu n'étais pas là, mais je dois le dire à nos amis grecs, quand on a visité et qu'on a vu l'ossuaire de Distomo avec cet immense alignement de crâne, avec le trou des balles, je crois que même certains d'entre nous, on n'a pas pu rentrer. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on est prêt, hein, tu posais la question, qu'est-ce que l'on est prêt à voir? Je dois dire, nous, on n'était pas du tout prêts à voir ça. On nous l'avait dit, mais ça nous a beaucoup choqués. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je voulais quand même répondre à la question de Jérôme. Oui. La Bresse, la reconstruction se finit fin 50, début 60. Françoise, oui. Aussi, Martha Botto, c'est la même chose, surtout dans la zone nord. Mais dans la documentation, il y avait des baraques. Je ne sais pas d'où venaient les baraques. Normalement, les baraques, c'était pas les autres baraques ont été utilisées ailleurs, mais sont des baraques de Lura. Mais j'ai retrouvé dans la documentation soit les soucis pour reconstruire un lieu, une dernière demeure, maison pour les morts et construire pour les vivants. Mais la grande question, c'est le travail. C'est reconstruire pour plus que les baraques, les usines, l'aqueduc et tous les villages. Oui, c'est juste deux observations. On pourrait répondre à Jérôme. Et j'avais trouvé une enquête nationale qui a été faite sur les baraquements provisoires qui restaient en France. Je ne sais plus si c'est 1972 ou 1974, qui a été faite par le ministère de l'Équipement. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et ce qu'on constate de façon absolument effrayante, c'est que tous ces logements sont les lieux de relégation sociale. C'est les gens dont même les HLM ne veulent pas dans leur habitation. Et donc, c'est des listes de personnes qui sont toutes plus démunies les unes que les autres, qui vivent encore dans les années 70, dans les derniers baraquements qui restent, en tous les cas en Normandie, mais je pense que c'est. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et l'autre point, c'était pour Aurélie. Moi, j'ai l'impression que les villages martyrs de l'Est, c'est assez particulier. Et la Bresse, si je me souviens bien de ce qu'il y avait dans ce petit livre, c'est
qu'à la fois il y a une responsabilité allemande d'avoir évacué ces populations et de les avoir laissées livrées à elles-mêmes, voire de les avoir employées comme travailleurs forcés, mais le pilonnage de la ville, c'est les Américains. Et ça participe au fait, enfin, ça peut expliquer peut-être le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de traces de mémoire. Parce que en Normandie, c'est un petit peu ce qui se passe. Si tu veux, c'est des bombardements massifs, les villes sont détruites. Bon, localement, il y a une vraie mémoire locale des morts civiles, mais elle n'apparaît pas tellement dans le paysage de la ville. Comme en Moselle. Alors peut-être, sauf qu'il y a une spécificité quand même de la frontière, c'est qu'il y a une haine des Allemands qui est totale et qui est là depuis toutes les 4 ans et qui est encore très visible parce que les Allemands qui ont essayé d'acheter une ferme dans les années 70, on leur a attaqué, on les a menacés de brûler la ferme. Donc en fait, il y avait une accord tacite où il n'y avait pas d'Allemands qui quitterait une ferme. Et l'accueil des populations allemandes, même touristiques, a été très compliqué jusqu'aux années 70. Ça s'est resté. Donc en fait, il y a quand même une haine cristallisée qui va même des fois à l'encontre parce que les troupes qui viennent libérer cette zone, ce sont des troupes marocaines. Et du coup, il y a un vrai culte pour le Maroc dans la région. Voilà, c'est assez intéressant. Ça ne les empêche pas de pavoiser comme en Normandie, hein, pour les Américains, les Anglais. C'est ça. Mais en tout cas, dans ce que j'entends, parce que j'ai entendu des interviews que j'ai faites avec les gens là-bas qui n'ont pas été formalisés, mais qui étaient comme des discussions en répondu. J'ai pas senti de haine contre les Américains. Il y avait vraiment, au contraire, une reconnaissance parce qu'ils ont construit la route des crêpes, qui était une route militaire qui a un peu désenclavé la région. Donc en fait, moi, la haine était vraiment centrée sur les Américains. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette petite, si je me souviens bien, dans cette petite brochure, on ne sait pas qui bombarde. C'est la guerre. C'est les malheurs de la guerre. Mais jamais à un moment où on vous explique que c'est les Américains. Merci beaucoup. On s'arrête là parce que nous, on a besoin de se reposer et surtout les traducteurs ont besoin de se reposer. Donc merci à eux. Ils doivent être épuisés. On fait une pause. Merci.